Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. En fait, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Jonathan Haidt qui s'appelle The Righteous Mind. Et j'ai trouvé que c'était un livre excellent et très très important pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et de comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi il y a des trucs qui nous paraissent si importants et que les autres ne reconnaissent pas. Tu t'es déjà posé la question, tu t'es dit, mais pourquoi ce mec est si intelligent et il défend des trucs aussi débiles? On rentre ici dans le domaine qu'on appelle le domaine de la psychologie morale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on aimait les jugements qu'on aimait. Et c'est pour ça que le livre de Jonathan Haidt est tellement important, c'est qu'il nous aide à comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans ces grandes conversations qu'on a en politique ou en théologie, en religion, dans tous les domaines de la société, en morale. On va émettre des arguments, on va avoir des intuitions, des raisonnements, et tout ça demande à être compris pour être bien vécu. En gros, le livre se présente en trois parties qui sont dirigées par trois grandes métaphores. La première métaphore, c'est la métaphore du conducteur et son éléphant. La première fois que j'ai entendu parler de Jonathan Haidt, j'étais encore en études de philo. Je faisais ce qu'on appelle de la philosophie morale et puis on lisait dans le cadre de ce cours des articles écrits par des psychologues. Ce nom de Jonathan Haidt qui a résonné en moi parce que il faisait des expériences qui étaient assez intrigantes. Ils avaient des entretiens avec des gens auxquels il posait des questions un peu bizarres. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui, pour nettoyer ses toilettes, prend le drapeau de son pays et puis l'utilise ? Ou des questions un peu plus dégueulasses, comme admettons que quelqu'un prenne un poulet qu'il achète chez le boucher et puis avant d'aller le manger, il se masturbe avec. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Haidt et ses collègues ont essayé d'imaginer des situations dans lesquelles il y avait quelque chose qui suscitait l'indignation morale, mais il n'y avait pas de victime. C'est-à-dire des situations où on disait « mais ça ne fait mal à personne, donc c'est quoi le problème ?» Ce que ces chercheurs ont trouvé à travers ces questionnaires, c'est qu'ils ont découvert que les gens avaient des réactions morales fortes, des réactions émotionnelles fortes, mais se trouvaient dans une espèce de confusion, qu'il appelle la confusion morale, c'est-à-dire incapables de dire pourquoi ils ont ce jugement. Et ça l'a mené à développer cette théorie. La théorie selon laquelle, en fait, on se trompe. On croit être des êtres dirigés par notre raison, mais la réalité, c'est qu'on est un peu comme des conducteurs d'éléphants. La raison se trouve être le conducteur plutôt que l'éléphant. La raison se fait diriger par l'éléphant, cette grosse bête qui en fait va là où elle veut. Et en fait, la raison, tout à fait, le conducteur, des fois, quand il ne contrôle plus, il fait comme si c'était là où il avait envie d'aller. Et ce que Haidt nous dit, c'est qu'on se trompe sur le rapport entre nos émotions et notre rationalité. Dans ces cas moraux-là, on voit très bien que le jugement a été émis en premier et que la rationalisation vient en second. Pour Haidt, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'on pense ou on n'a aucun contrôle sur nos jugements moraux, mais ça veut simplement dire qu'il faut être un petit peu plus humble et essayer de comprendre quel genre d'émotions sont mobilisées, d'essayer de comprendre en fait ce qui nous mène à venir à nos jugements. Et la raison, parce qu'il faut l'utiliser, la raison devrait nous servir à pouvoir tester, évaluer ces émotions, ces intuitions morales fortes qui dominent dans notre vie morale. Donc une réflexion critique ne peut pas juste se contenter de réaffirmer ce que je pensais déjà à cause de mes émotions. La pensée critique doit se permettre d'aller juger, évaluer, critiquer, voire réaffirmer si c'est justifié les intuitions morales que j'ai. La deuxième métaphore qu'il utilise, c'est la métaphore des papilles gustatives. Un truc très important et très intéressant qu'ont réussi à démontrer les psychologues moraux, c'est que ta personnalité, tes caractéristiques, ton caractère
détermine largement tes orientations politiques. La caractéristique clé que cherchent les psychologues, c'est la caractéristique de l'ouverture. Donc on va tester, et les psychologues peuvent tester et voir que en fait, les gens qui sont plutôt dans le camp des progressistes vont avoir une orientation innée vers la variété, diversité, les nouvelles expériences, tandis que les gens qui ont plus une orientation plus conservatrice vont avoir une orientation vers l'ordre, la routine et la tradition. Bien sûr, la personnalité ne fait pas tout, mais c'est une donnée importante. Ce que Haidt arrive à faire dans son travail, c'est de donner 6 grandes catégories qui déterminent chacun de nos jugements moraux. 6 grandes catégories qui sont universelles pour tous les êtres humains qui ont été étudiés, pour tous les êtres humains à travers toutes les cultures. Il y a 6 catégories par lesquelles on va juger ça c'est bien et ça c'est mal. En fait, ces 6 catégories, il les compare à différentes papilles gustatives. En fait, sur ta langue, il y a ces différentes capacités de goûter le salé, de goûter le sucré, de goûter l'amertume, l'acidité, le umami. Donc, il y a toutes ces différentes capacités. Et ce que dit Haidt, c'est que en fait, dans la morale, dans nos intuitions morales, on a aussi différentes catégories. Ce qui est intéressant, c'est que Haidt arrive à montrer que, en fait, chez les progressistes, les gens qui sont plus, on dirait, à gauche, il y a une tendance à évaluer les choses principalement à travers 2 voire 3 catégories, tandis que chez les conservateurs, ceux qui sont plus, on dirait, à droite, il y a une tendance à examiner les choses à travers les 6 différentes catégories. Et ce qu'il arrive bien à montrer, c'est que si on demande à quelqu'un qui est plutôt chez les progressistes de comprendre ce qui se passe chez les conservateurs, c'est beaucoup plus dur que pour un conservateur de comprendre le raisonnement qui a motivé quelqu'un de progressiste. Donc, quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces 6 différentes intuitions morales fondamentales? La première intuition, c'est l'intuition du bien-être et de la souffrance. C'est-à-dire la conviction selon laquelle faire du mal, c'est pas bien. En gros, c'est la règle d'or. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. La deuxième intuition morale fondamentale, c'est l'intuition de la liberté et de l'oppression. C'est-à-dire qu'on a des convictions morales fortes qui nous opposent à tout ce qui est tyrannique et oppressif. C'est pour ça qu'on est contre l'esclavage, contre l'oppression des peuples. La troisième, ce serait plutôt celle de l'équité et de la tricherie. C'est-à-dire qu'on a cette intuition morale selon laquelle tout le monde devrait avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités. Chaque personne devrait pouvoir recevoir les récompenses pour ses efforts et être traitée de manière égale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 3 premières intuitions-là, sont les intuitions qui sont le plus utilisées dans le débat public, le plus utilisées dans les universités, le plus utilisées par les progressistes. Donc, en fait, une bonne partie des intuitions morales reste encore à être découverte pour beaucoup de monde parce qu'on n'en parle pas beaucoup et elles ne sont pas beaucoup représentées. Donc, la 4e intuition morale, c'est celle de la loyauté et de la trahison. C'est le sentiment, finalement, de redevabilité qu'on a envers le groupe. La 5e intuition morale, c'est l'intuition qui nous mène à reconnaître l'autorité et à nous méfier de la subversion. C'est l'intuition qui nous pousse à respecter la hiérarchie et l'ordre. La 6e et dernière intuition morale, c'est l'intuition qui nous pousse vers la sainteté et qui nous oppose à la souillure. C'est une intuition morale qui nous oppose à tout ce qui est d'une sorte de pollution morale. Donc, pour Jonathan Haidt, tous les êtres humains naissent avec les 6 différentes capacités à avoir ces intuitions morales. Mais la différence, c'est que le caractère va influer sur quelles intuitions prédominent chez une personne, et en plus, l'environnement, la sociabilisation va aussi faire
que certains raisonnements, certaines intuitions morales vont être mises en avant plus que d'autres. Donc, si je suis un hindou né dans une culture hindoue et que je suis en Inde, je vais trouver que le Gange est un fleuve sacré, je vais respecter sa sainteté et je vais trouver horrible que quelqu'un puisse rentrer dans un temple avec ses chaussures. Mais si je suis un enfant qui a grandi en Occident, nourri par YouTube et Instagram, qui est athée et qui a aucune référence religieuse, pour moi, je vais juste trouver que le Gange, c'est un fleuve dégueulasse. Et que de rentrer dans un temple avec mes chaussures, ça pose pas de problème, parce que qui est-ce que ça dérange? De toute façon, il n'y a pas de raison que j'enlève mes chaussures pour rentrer chez Vishnu. Un autre exemple, c'est le débat de l'avortement, hein, finalement. Pour beaucoup, l'avortement, c'est un crime parce que ça touche à la sacralité de la vie humaine, du bébé qui est dans le ventre de sa mère. Pour d'autres, il s'agit d'avoir cette compassion, cette empathie pour la souffrance d'une grossesse qui n'a pas été désirée, la liberté, la valeur de la liberté de la femme, de pouvoir disposer de son propre corps. Et donc, en fait, on se retrouve dans deux différents types d'intuition morale forte qui président à ce genre de jugement. Donc la morale, en gros, elle est innée, mais elle garde un caractère relatif en fonction de l'éducation, de la localisation socio-culturelle et des expériences personnelles. La troisième métaphore qu'il utilise, c'est la métaphore du chimpanzé et des abeilles. Pour Haidt, on est à 90% des chimpanzés et à 10% des abeilles. C'est-à-dire que, en fonction de la théorie évolutionniste avec laquelle il travaille, il comprend l'être humain comme étant motivé principalement par une sorte d'égoïsme. C'est-à-dire, on fonctionne pour notre bien-être, comme des chimpanzés en fait. On fonctionne pour notre bien-être, pour notre survie personnelle et pour la propagation de nos gènes. Mais pour Haidt, il y a un interrupteur qui nous fait passer de chimpanzé à abeille. Hein, tu sais, comme les abeilles, elles se comportent de manière à faire avancer avant tout la survie du groupe. Les abeilles, elles ont ce fonctionnement communautaire. Ce que dit Haidt, c'est qu'il y a certains éléments dans la vie humaine qui vont faire qu'on peut passer tout à coup d'un chimpanzé qui pense qu'à lui à une abeille qui pense qu'au bien commun, qui pense qu'au bien du groupe. Ça va être des événements ou des éléments de la vie humaine, comme par exemple s'il y a une émeute, s'il y a des événements sportifs, ou peut-être, et surtout c'est ça qui m'intéresse, la religion peut servir en fait à transcender le bien-être individuel, l'égoïsme individuel, et en fait à faire passer l'être humain à un fonctionnement pour le bien commun. Alors pourquoi est-ce que je trouve ce livre tellement important ? Il y a quelques éléments. D'abord, je trouve qu'au niveau de l'autocritique, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un livre qui nous permet de nous remettre en question sur quelles sont nos motivations fondamentales. Ça nous donne des éléments pour essayer de comprendre comment je raisonne, comment je fonctionne, pourquoi je réagis comme je réagis. Et ça me permet en fait de porter un regard critique vis-à-vis de mes jugements moraux. Ensuite, ça me permet surtout de comprendre les débats de société. Ça me permet de comprendre dans un débat de société pourquoi est-ce que, d'essayer d'analyser en fait finalement, pourquoi est-ce que telle personne défend ça, sur quelle base morale en fait fonctionne son argumentaire, fonctionne sa rationalisation, qu'est-ce qu'elle essaye de défendre, qu'est-ce que cette personne essaye de faire. Donc je vais pouvoir analyser les discours autour du féminisme, de l'écologie, de l'immigration, de la couverture sociale, des impôts, etc. Je vais pouvoir analyser tout ça en fonction de cette grille de lecture, d'essayer de comprendre mais quelles sont les indignations, quelles sont les intuitions morales fondamentales et comment est-ce que fonctionne le débat. Ce que Haidt aide à faire, c'est d'essayer de réussir à comprendre que, en fait, il y a certainement des différences fondamentales, des différences au niveau des intuitions morales, et en fait, la manière dont les débats fonctionnent
c'est comme si les gens parlaient deux langues différentes et essayaient, en parlant plus fort ou plus lentement, d'essayer de se faire comprendre. La réalité, c'est que si Haidt a raison, il ne s'agit pas de parler plus fort ou plus lentement ou mieux, il s'agit d'essayer de se mettre dans la position de l'autre pour essayer de comprendre ce que lui essaye de défendre et d'essayer de véhiculer ce que nous, on essaye de défendre et d'être au clair sur ces différentes catégories d'intuition morale. Ça peut nous aider en fait à comprendre d'où viennent nos convictions. Quelles sont les choses, quelles sont les intuitions morales qu'on essaye de respecter et de mettre en avant, et quelles sont celles que l'autre essaye de respecter et de mettre en avant. En fait, on a besoin de développer, de construire ensemble des sociétés dans lesquelles on est capable de se comprendre, même quand on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je comprends d'où tu viens. Et ça, c'est un travail que Haidt nous aide à faire. Et un dernier élément que je trouve très, très important, c'est que Haidt nous aide à comprendre comment gagner les gens à notre cause. Comment gagner les gens aux choses qu'on trouve vraiment importantes. Il ne s'agit pas simplement de parler au conducteur, il faut aussi parler à l'éléphant. Il faut être capable, en fait, d'aller puiser dans les ressources émotionnelles et puis de ces intuitions morales que les gens ont. En théologie, c'est un peu comme en politique. On va trouver un spectre qui va se polariser entre d'un côté les progressistes et de l'autre les conservateurs. On peut aussi parler des progressistes comme des libéraux ou des révisionnistes, et puis des conservateurs comme des traditionalistes, voire même, et c'est un peu plus insultant, des fondamentalistes. Et Haidt va nous aider. Il peut pas nous aider en nous donnant une solution qui va régler les différends entre les factions. Il peut pas nous donner une solution qui, a priori, puisse nous aider à trouver un point d'accord entre ces deux pôles dans tout plein de questions comme l'autorité de la Bible, le rapport à la tradition, la vision de la sexualité, le rapport entre la foi et la raison, etc. Dans toutes ces discussions, il va falloir non pas trouver un arrangement, mais il faut trouver la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste. Mais ce que Haidt peut nous permettre de faire, c'est de reconnaître quelque chose. De reconnaître qu'il n'y a pas d'un côté les imbéciles et de l'autre les idiots. C'est pas d'un côté forcément des hérétiques et de l'autre forcément des fanatiques. En fait, il y a des choses que les conservateurs peuvent apprendre des progressistes et que les progressistes peuvent apprendre des conservateurs. Et du coup, en fait, les progressistes peuvent apprendre des conservateurs l'importance d'écouter certains éléments de la vie morale liés à la tradition, au sacré et à la loyauté, tandis que les conservateurs peuvent apprendre des progressistes à ne pas négliger les risques qui peut y avoir à écraser la compassion, la liberté ou l'égalité au nom de l'autorité ou de la loyauté. J'ai juste envie de finir cette vidéo en disant brièvement quelques limites et quelques enjeux qu'il y a avec ce livre que Haidt a produit. Si ce livre est vraiment excellent, il pose quand même quelques questions. Et une grande question qu'il pose, c'est la question qu'on appelle, avec le vocabulaire de l'éthique, on appelle ça la question de la normativité. En gros, Haidt, c'est un psychologue athée qui base sa compréhension du monde avant tout à travers son prisme évolutionniste. Le problème de ça, c'est qu'il est uniquement finalement dans un cadre descriptif avec cela. Il va décrire ce qu'il voit et il va décrire l'hypothèse évolutionniste pour comment les choses fonctionnent. Mais le philosophe David Hume, il avait bien posé le problème, c'était de dire je ne peux pas passer d'un « c'est ainsi » à un « tu dois ». Il y a un problème quand on passe d'une description à un jugement qu'on appelle normatif. C'est pas parce que j'ai cet instinct qui a été placé en moi par l'évolution que le meurtre c'est mauvais, que alors forcément le meurtre c'est mauvais. Alors ce que Jonathan Haidt ne fait pas dans son livre, c'est donner une bonne base philosophique finalement à nos jugements moraux. Si la morale n'est qu'un produit de l'évolution,
alors pourquoi est-ce que qui que ce soit devrait encore la suivre aujourd'hui? Et deuxièmement, le livre de Haidt, il est vraiment excellent parce qu'il arrive à mettre le doigt sur un truc qui lui est cher, et dans d'autres livres il aborde ça, et dans d'autres contextes, et il fait un travail excellent pour ça, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une pauvreté académique, il y a une pauvreté universitaire qui est en train de s'agrandir maintenant. C'est la pauvreté de la diversité des choses, des éléments qui sont représentés à l'université. C'est-à-dire qu'il y a des convictions morales de plus en plus étroites qui sont représentées dans les universités, dans les facultés, même dans les médias. Et en fait, ce manque de diversité est vraiment une pauvreté humaine. Parce que, en fait, c'est une pauvreté qui laisse de côté les questions de loyauté, d'autorité, ou même des questions du sacré, qui sont importantes pour tellement d'humains dans le monde. Mais il montre qu'il y a un certain biais dans l'argumentaire, dans le cadre qui est autorisé. Mais par contre, s'il a vraiment... C'est quelque chose d'excellent qu'il fait là, de montrer, en fait, cette pauvreté. Haidt donne pas vraiment, dans ce livre-là en tout cas, il donne pas de ressources philosophiques pour défendre le bienfait, le bien fondé de la diversité. Encore une fois, si tout ça n'est que le produit arbitraire de l'évolution, pourquoi on ne pourrait pas se permettre de dire je vais couper la moitié de mes papilles gustatives, je vais arrêter d'écouter des intuitions morales que je trouve archaïques, que j'arrive pas à faire coïncider avec un raisonnement rationaliste, matérialiste, naturaliste, individualiste, etc. Pourquoi est-ce que, en fait, il faudrait vraiment donner de la valeur à des jugements qui, finalement, sont un produit accidentel? Donc, à quoi bon la diversité si, en fait, on ne pourrait juste se dire, tiens, on évolue, on passe à un nouveau stade, on arrête de s'en référer au sacré, à l'autorité ou à la loyauté. Enfin voilà, c'est un livre excellent, je vous recommande ça, d'écouter un résumé, ça suffit pas en fait pour comprendre toute cette matière. J'aimerais bien avoir vos réactions, vos remarques. Moi je trouve que la deuxième métaphore, c'est vraiment la clé de voûte de ce livre. Dites-moi si vous aussi vous trouvez ça intéressant, et puis voilà, on pourra en discuter à l'occasion. À la prochaine.